Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation commerciale et fiscale de notre opération Les Balcons de Cerdagne à Font-Romeu, dans cette belle station. Hop. Les intervenants sont moi-même et Cédric, et j'ai invité, donc, petite invitée surprise, Louis, que j'ai averti ce matin, hein, comme ça il n'a pas le temps de se préparer. Mais il est déjà très prêt parce que je sais qu'il a présenté le projet à plusieurs d'entre vous déjà, certainement, donc il le connaît bien. Et moi, j'avais besoin d'un binôme pour qu'on puisse discuter commercialement du projet et qu'on puisse vous le présenter au mieux. Cédric, avocat associé du cabinet Rivière, bienvenue. Merci. On a l'habitude tous les deux on est un peu des petites stars d'Internet maintenant, hein, au niveau des présentations, programmes. Chaque jour un peu plus. Donc, je te laisserai présenter le cabinet Rivière dans quelques minutes. Ouais, sans problème. Je rappelle les règles du webinaire qui sont évidemment de couper vos micros. Vous avez un petit encart QR qui vous permet de nous poser des questions en ligne. Parfois, je les poserai tout de suite et parfois, j'attendrai la fin de la présentation pour y répondre si on peut le faire en direct. Et évidemment, vous pourrez visionner le replay de ce webinaire à tout moment parce qu'on va vous l'envoyer par email. Quelques mots sur Book Property. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous nous connaissent maintenant. Donc, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que nous avons monté cette structure de commercialisation. Nous travaillons essentiellement sur des mini-copros. Alors là, en l'occurrence, c'est l'exception. C'est une copro qui est plus importante, mais vous allez voir que nous avons eu des centaines de raisons de la prendre en commercialisation parce qu'elle a du sens, parce qu'elle est équilibrée et qu'en tout cas, elle remplit tous les paramètres que l'on souhaite pour l'immobilier avec des prix équilibrés, des belles prestations et surtout un sens. Je vais laisser Cédric dire quelques mots sur le cabinet Rivière. Oui, avec plaisir. Présenter, hein. Alors, du coup, effectivement, juste en un mot, hein, le cabinet, c'est plus de 25 ans qu'on accompagne les opérations de restauration immobilière avec effet de levier fiscal. On est plus d'une cinquantaine. Physiquement, on est à Bordeaux, mais on accompagne les opérations dans toute la France. Et donc voilà, donc nous on intervient dès le montage de l'opération, on va dire pour assister justement les porteurs de projets pour déterminer le potentiel fiscal de l'immeuble, pour être sûr que toute la documentation est conforme justement à l'avantage fiscal recherché. Ensuite, nous, ce qu'on garantit, c'est justement le bénéfice effectif de la fiscalité recherchée auprès des investisseurs et on les accompagne dans la souscription de leur déclaration fiscale. Et évidemment, s'ils sont interrogés par l'administration fiscale, tout est déjà prévu, on a tout sous la main. C'est toute l'importance aussi d'intervenir dès le stade du montage. On est là pour y répondre et tout se passe bien. Ce qu'on peut en résumer, ce que l'on peut dire, c'est que vous êtes de toute façon au tout début, aux prémices du montage de l'opération pour en vérifier la totalité du déroulement. Donc, en amont de la commercialisation, là, au moment où on commercialise, effectivement, le travail est fait. Et Dieu sait qu'on a pu passer du temps sur cette opération pour qu'elle soit aussi belle qu'elle doit l'être. Et ensuite, auprès des investisseurs, pour les sécuriser dans l'option fiscale qu'ils ont choisie. Exactement. Et les accompagner sur la durée de leur investissement. Exactement. Hein, ce qui est une grande garantie pour les clients et les conseillers en gestion de patrimoine qui sont là et qui nous écoutent. Je continue? Oui, je t'en prie. Alors, parlons un peu de la situation des Balcons de Cerdagne et de Font-Romeu. Aujourd'hui, on sait que Font-Romeu est la station la plus ensoleillée de France. Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette station? Tout d'abord, comme tu l'as dit, c'est la seule station donc la plus ensoleillée de France, ce qui nous permet d'avoir un tourisme très actif l'été comme l'hiver à travers différents éléments. On va retrouver un ensemble assez développé de restaurants et d'hôtels sur la commune de Font-Romeu. On va retrouver des golfs, de nombreuses randonnées, de nombreuses activités d'escalade, du parapente, des activités de montgolfière. C'est vraiment très varié pour le coup. Et il y a aussi pas mal de demandes auprès des sportifs de haut niveau, notamment avec le centre sportif de haut niveau à Font-Romeu. Très bien.
Si on doit parler du bâtiment que l'on a sur ce bâtiment-là, qui est un bâtiment emblématique de Font-Romeu, quelle est l'histoire de ce bâtiment? Alors l'histoire, ça fait partie des premiers bâtiments qui ont été construits sur Font-Romeu et développés. Comme on le sait, Font-Romeu a toujours été une station très ensoleillée et avec un climat très agréable. Et donc, au tout départ, dans les années 1900-1920, c'était un sanatorium qui accueillait et qui permettait aux personnes qui étaient en prise de maladies respiratoires de venir soigner leurs asthmes, par exemple, grâce au climat et à l'ensoleillement. Ça, c'est une activité qui s'est poursuivie pendant un peu plus d'une cinquantaine d'années. Ensuite, le bâtiment a été utilisé pour permettre aux pupilles de la nation d'aller en vacances, donc l'été comme l'hiver, puisqu'encore une fois, les activités étaient intéressantes sur les deux périodes. Et c'est un bâtiment qui, malheureusement, avait été laissé un petit peu à l'abandon. Et le promoteur qui nous le propose s'est rendu sur place et il y a un vrai coup de cœur sur l'opération, parce que c'est vrai qu'on est sur un cadre qui est hyper préservé, avec aucun vis-à-vis à proximité. On a une vue qui est à 360 degrés de tous les appartements. Et donc, il y a un vrai coup de cœur sur l'opération et a décidé de le réhabiliter en projet, proposer notamment du déficit foncier sur cette opération. Il est vrai que cette opération, ce bâtiment-là est très, très emblématique sur Font-Romeu et tout le tour de cette opération est entouré d'une forêt classée. Il faut savoir que Font-Romeu, historiquement, il y a quelques dizaines d'années, a été très maltraité au final par les promoteurs, avec beaucoup de résidences de tourisme de moyenne gamme. Et ces dernières années, on voit fleurir des chalets de plus en plus gros, avec des gens qui veulent s'installer pour la résidence secondaire, beaucoup. D'ailleurs, la commercialisation avait été démarrée de façon plutôt off-market et la plupart des acquéreurs qui ont déjà acheté ont plutôt acheté des très gros logements et essentiellement pour de la résidence secondaire, ce qui est quand même un très bon signe quand on lance une opération. Et il est vrai que toutes les infrastructures qui se construisent dans cette station-là permet à la station de pouvoir se développer très fort et effectivement aussi évoluer en termes de prix. Et encore une fois, donc je reprécise ce que dit Louis, ce qui est parfaitement vrai, c'est qu'elle travaille toute l'année, été comme hiver, avec des randonnées, des descentes en VTT, avec une grande qualité de vie. Ici, vous avez une vue avec donc l'environnement et l'intégration du bâtiment. D'ici quelques semaines, on aura l'opportunité de pouvoir avoir un site internet avec des outils pour rentrer dans les logements et dans les bâtiments qui peuvent vous donner un outil supplémentaire à présenter à vos clients. Nous avons choisi avec Louis quelques appartements pour vous montrer un peu comment sont conçus ces appartements. On a pris 3 exemples. Le premier est un T1. En termes de budget, on démarre aux alentours de 100 000 € pour un T1. La particularité, c'est qu'on va avoir des extérieurs qui vont être plutôt larges. Donc là, le T1 est un T1 qui fait 24-40 avec une terrasse qui fait 6 mètres carrés, donc 2,10 de large, ce qui permet de pouvoir que l'extérieur soit parfaitement habitable. Là, j'ai choisi un très gros logement qui a vraiment eu un très grand succès. Les très gros logements ont vraiment un beau succès sur cette opération pour de la résidence, plutôt pour la résidence secondaire. Aussi pour du meublé, parce qu'évidemment, on cherche beaucoup ce genre de produit. Évidemment, les questions qui m'ont été posées jusque-là, c'est quelles sont les garanties locatives sur ce genre de produit. Et aujourd'hui, j'ai interrogé évidemment notre partenaire gestionnaire pour le louer en nu, qui m'a dit qu'à partir du moment où on ne dépassait pas 6-7 logements par typologie, on était parfaitement dans le marché. Donc ça, c'est un exemple aussi, un troisième exemple d'appartement qui me plaît beaucoup parce qu'on a décidé de faire, enfin l'opérateur a décidé de faire un jardin d'hiver, ce
qui nous permet d'avoir une véranda en étant intérieur-extérieur. Bon, c'est que la station de ski l'hiver, il fait un petit peu frais, mais ça nous permet d'avoir un endroit qui est chauffé, qui ne fait pas partie de la surface habitable, mais qui permet de profiter de l'extérieur tout en étant au chaud. Quelle est la cible locative pour les studios, dit Kevin. Bonjour Kevin. La cible locative pour les studios, je suis en train de… Alors, d'abord, les studios peuvent être loués par les étudiants de STAPS. Hein, ils sont 350 sur la station et ils sont juste derrière, ils ne sont pas très loin de la résidence, donc ils peuvent s'y installer. Il y a d'ailleurs une résidence étudiante qui est juste derrière les balcons de Cerdagne, qui sont pleins toute l'année et auquel il manque ce genre de petits logements. Donc là, on a des étudiants qui peuvent venir avec leurs meubles et faire de la location nue sans aucune difficulté pour pouvoir bénéficier du déficit foncier. J'ai encore une question. Hop. Ah, bonjour Martine. Est-il prévu les services d'une agence immobilière pour la location nue? Oui, tout à fait. On saura vous donner, Louis saura vous donner les prestations du gestionnaire nu. Sachant qu'on a prévu sur cette opération un gestionnaire spécialisé dans le nu, un gestionnaire spécialisé dans le meublé. En l'occurrence, on en discutera avec Cédric, mais il n'est évidemment pas possible de louer en meublé et de profiter du déficit foncier. Mais sur cette opération, ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que elle peut être proposée à des clients qui sont parfaitement différents. Résidence secondaire, il y a de la résidence principale. Hein, j'ai prévu de voir tout ce qui est administratif, donc la mairie et les services de la mairie, parce qu'ils souhaitent pouvoir proposer aussi et donner les bonnes informations aux habitants de Font-Romeu qui sont aussi intéressés pour de la résidence principale. On aura aussi cette solution de proposition de meublé avec un pack de meubles qu'on va pouvoir vous proposer pour vos clients, et ensuite le déficit foncier sur lequel on choisira effectivement les lots qui seront les plus adaptés à la location nue. Mais ça, on saura vous accompagner là-dessus avec Louis et Clara. Clara qui s'occupe plutôt des partenaires dans le sud de la France. Donc, on saura vous accompagner et vous dire, voilà, c'est pour ce budget-là, il vaudrait mieux prendre ce logement-là pour faire de la location nue et du déficit foncier. En tout cas, on pourra prendre vos clients de façon détaillée. Pour ce qui est des prestations, qu'est-ce que tu peux nous dire, Louis? Alors, on va retrouver de belles prestations, telles que des cuisines qui vont être aménagées, des salles de bain qui seront aussi aménagées. On va avoir une production de chauffage et une production d'eau chaude avec de l'électrique. Donc, ce qui nous permet d'être plus efficient que sur une chaudière à gaz à condensation. Beaucoup d'appartements disposent d'espaces extérieurs, ce qui est rarement le cas sur des projets de réhabilitation. Là, on a beaucoup d'appartements qui ont soit des balcons, soit des jardins d'hiver, soit des très grandes terrasses. On aura bien évidemment un ascenseur dans le bâtiment principal, des casiers à ski, et il faut savoir que chaque appartement vient avec une place de parking privative ainsi qu'un cellier privatif, donc pour accroître, on va dire, l'espace de rangement. Il faut savoir que sur cette opération-là aussi, alors je saurais vous fournir quelques photos, mais on a une vue à 180 degrés sur la vallée, sur les montagnes. Donc, en termes de vue, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Julie a posé la question sur les prix et ils arrivent. Donc, les prix, donc les T1, on va de 106 000 € jusqu'à 150 000 € hein, suivant les étages, les extérieurs, la surface. Ensuite, on va avoir des T2, on démarre aux alentours de 200 000 € avec évidemment un extérieur, un cellier et un parking. Les T3, j'en ai toute face et tout prix. Alors, même les T2, je vais avoir des T2 cabines qui vont faire 80 mètres carrés. Hein, donc, ça, il faudra voir, Julie, on verra ensemble sur la grille de prix quels sont les lots qui conviendront aux clients, parce que certains appartements sont faits de mezzanine, certains appartements sont faits
T2 bis ou de T3 bis avec une pièce qui peut servir de chambre, avec certains appartements qui ont des parois qui permettent de rajouter une chambre quand on en a besoin. Enfin, il y a quelques logements qui sont assez modulables, donc il est vraiment important de pouvoir regarder chaque appartement et en fonction du budget des clients que vous aurez en face. Mais pareil, mes collaborateurs sont là évidemment pour vous accompagner et pour pouvoir éplucher cette grille de prix et éplucher les lots. Parce qu'il y a quand même on a fait un gros travail sur les plans. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt agréables à vivre et plutôt bien aménagés. Donc Louis et Clara sont là pour vous accompagner et choisir les lots. Je continue. Ah, La partie. c'est le tour de Cédric. Louis, je te remercie beaucoup d'être venu. J'étais très heureuse que tu participes à ce webinaire. Et puis, on te libère. Pas de souci. Eh bien, bonne présentation et n'hésitez pas en cas de besoin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Louis. J'ai une autre question. Les informations sont sur notre site. Oui, les informations, Martine, sont sur notre site. Bonjour, avez-vous sur place un partenaire qui pourrait proposer un service de conciergerie? Donc, bonjour, Johan. Oui, on a un partenaire qui propose un service de conciergerie. Donc, oui, on a prévu ça. Pardon, Cédric. Sans problème. Hop. Allez, on y va. C'est la minute fiscale. Je vais tenter de rendre pas trop barbante. Du coup, effectivement, on est sur un bien immobilier assez exceptionnel. Il suffit de visiter et de se rendre sur place pour, voilà, comme tu l'as évoqué, Nelly, il surplombe la vallée et on a une vue exceptionnelle dans tous les sens du terme. Oui, il est emblématique. Enfin, il est majestueux. Et effectivement, peut-être, voilà, ça fait partie des rares opérations qui vraiment mettent en avant le fait que, voilà, on peut avoir un effet de levier fiscal, mais ça reste de l'immobilier avant tout. Et la fiscalité, on va dire, sans dire c'est forcément secondaire, mais en tout cas, c'est pas l'aspect principal. Donc, je vais vous parler du déficit foncier parce que c'est un régime fiscal qui est possible dans le cadre de cette opération. Maintenant, si voilà, ça ne prend pas forcément sens parce que vous souhaitez principalement faire une résidence secondaire ou autre, parce que comme tu le disais, ce n'est pas non plus cumulable ou du moins compatible avec une location meublée. Voilà, ça ne compromet pas la pertinence de cet investissement qui présente Bien sûr. C'était important pour nous, de toute façon, de pouvoir trouver à cette opération d'abord plusieurs vies. Et comme on l'a fait sur d'autres opérations que l'on a fait ensemble, quand on s'adresse à un client et qu'on a une opération qui peut aller sur plusieurs profils, je pense qu'on a gagné. En fait. Si on est monoprofil, c'est déjà plus difficile. Alors, je sais que j'ai quelques opérateurs qui sont là présents aussi à ce webinaire-là. Mais vraiment, la première question à se poser quand on décide d'analyser une opération, c'est se dire, allez, quels vont être mes clients? Et c'est vrai que là, pour moi, c'est important que toi, tu fasses cette présentation du déficit foncier parce que le déficit foncier, c'est plus technique, c'est plus difficile à présenter et c'est mieux que ce soit toi qui le fasses. Sans aucun problème. Du coup, le déficit foncier, en quelques mots, pour dire simplement, on prend les dépenses de travaux éligibles, toutes ne le sont pas, et c'est pour ça que sur ce programme, il y a notamment une petite partie des dépenses qui ne pourra pas passer en déficit foncier, c'est notamment et principalement celles qui sont liées aux créations de balcons. Quoi qu'il en soit, la grande majorité des dépenses supportées dans le cadre de ce programme pourront être déduites d'abord des revenus fonciers. En cas d'excédent, alors on a un déficit foncier. Ce déficit foncier, on peut l'imputer sur le revenu global dans la limite de 10 700 €. Et si on a un reliquat, ce n'est pas perdu, ça pourra s'imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. En l'occurrence, sur cette opération, bon là, on est un peu tard, on est le 1er décembre. Cette année, pas d'appel de fonds, mais on pourrait avoir 2 appels de fonds. Oui. 2023 et 2024.
Du moins, un appel de fonds, mais payable en… Ah oui, un appel de fonds payable en 2 fois, pardon. Exactement. Plus précis. Et donc, en fait, cette mécanique du déficit foncier, ça permet d'avoir autant de revenus locatifs, du coup, qui ne vont pas subir l'impôt. Parce qu'à partir du moment où on prend ces charges de travaux pour venir neutraliser les revenus fonciers, ça veut dire que c'est autant de loyers, du coup, qu'on encaisse sans fiscalité. Et qui, pour rappel, peuvent être justement fiscalisés jusqu'à 62,2%. C'est-à-dire qu'on est à l'impôt sur le revenu, donc on peut avoir un TMI jusqu'à 45% et 17,2% de prélèvements sociaux. Et après, sur les profils costauds, on peut rajouter 3 ou 4% de contribution exceptionnelle sur les revenus. Bon, ça reste marginal, mais ça existe. Bien sûr. L'impact fiscal, ici, il est immédiat parce qu'on l'a dès l'année du décaissement. Donc, c'est l'année du paiement à l'ASL qui permet de fiscaliser. Et voire même, au-delà de raisonner en termes d'années, on peut même raisonner en termes de mois, entre guillemets. C'est-à-dire que l'investisseur qui va se positionner là dans le courant du mois de décembre ou au courant du mois de janvier et qui va réitérer en début d'année 2023, dès qu'il paye à l'ASL, il pourra solliciter une modulation à la baisse de son taux de prélèvement à la source. Et justement, s'il a des revenus fonciers, puisque c'est ce qu'on va venir chercher à neutraliser, les prélèvements qui aujourd'hui sont réalisés sur son compte bancaire. Donc, ça permet on va pouvoir les gommer tout de suite. C'est ça. Alors, on a l'administration fiscale s'accorde un délai de 2 mois pour prendre la demande en compte. Dans les faits, on constate que globalement, c'est fait sur le mois suivant. En tout cas, voilà, c'est quasi immédiat. Très bien. Donc, l'impact fiscal se fait au titre de l'année de décaissement. On n'est pas sur le dispositif de réduction d'impôt où il faut attendre la livraison. Et on n'est pas soumis au plafonnement des niches fiscales. Heureusement, parce qu'on va le voir après avec les exemples chiffrés, on peut avoir des économies d'impôt qui sont bien supérieures à ce fameux plafond de 10 000 euros. Pour les conditions de mise en location, ici, il faut une location nue, obligatoire du bien. Et alors, le texte, littéralement, prévoit qu'il faut que le bien soit loué jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit celle d'imputation sur le revenu global. C'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir surtout, voilà, c'est qu'il faut une mise en location, on va dire, effective, concrète, de 3 ans. Si on ne veut pas avoir de questions à se poser, il faut louer au moins 3 ans. Si on le loue moins, éventuellement, on peut s'interroger et on peut être là pour accompagner. Pour le déficit foncier, du coup, il faut cette mise en location nue. Maintenant, rien n'empêche de défiscaliser, donc dans le cas des déficits fonciers, de mettre en location nue, de respecter cette durée minimale de location, voire plus, mais en tout cas, à terme, justement, de faire la bascule pour passer en meublé ou justement pour avoir un pied-à-terre. Voilà, ou en résidence secondaire. En tout cas, l'avantage de cette fiscalité-là, c'est qu'elle est courte. Ouais. Enfin, les obligations sont plutôt réduites. C'est évidemment incomparable à une opération Malraux où on part sur 9 ans ou un Pinel où globalement, classiquement, tout le monde part sur 9 ans. Là, on est sur 3 ans. Parfait. Tu disais donc les travaux qui ne sont pas éligibles au déficit foncier, donc que l'on ne va pas pouvoir déduire, ça va être plutôt de la création, les créations de balcons, les mezzanines. Alors, normalement, sur cette opération, les mezzanines, on les rattrape dans les combles existants. Donc, oui, c'est vrai. Les mezzanines sont des combles, effectivement. Alors, je parle avec des passettes et je ne vais pas dire trop de bêtises. Normalement, les mezzanines, d'ores et déjà prévues, sont celles qui sont rattrapées dans les combles, donc on n'est pas en termes de création. En fait, on duplexe l'existant, pour dire les choses simplement. Après, il me semble, mais je n'ai pas la certitude, que certaines mezzanines sont proposées en option sur certains lots. Oui. Auquel cas, sera la création pure et dans ce cas-là, ce ne sera pas déductible. OK, ça marche. Bon, c'est du cas par cas. Hein. De toute façon, chaque appartement a son montant de travaux exact à la virgule près. Et donc, il n'y a pas de modulation à faire là-dessus. On choisit le lot qui correspond le mieux à l'enveloppe que l'on veut et surtout ce que l'investisseur souhaite faire. Exactement. Hop. Allez, on continue. Un exemple chiffré. Il n'y en a pas qu'un. Ah. En tout cas, le premier. Le premier. Un profil, on va dire, significatif. Donc ici, un contribuable avec 220 000 euros de revenu global, dont 20 000 euros de revenu foncier. Donc il a 200 000 euros de revenu d'activité et il va supporter 50 000 euros de travaux éligibles en régime fiscal et foncier. Donc on est dans l'hypothèse d'un célibataire avec un taux marginal d'imposition à 45%. Dans le cas de la première colonne, donc c'est l'hypothèse où il ne fait rien.
Ces 20 000 euros de revenus fonciers donneront lieu à 3 440 euros de prélèvements sociaux, 17,2%. Ouais. Il a un revenu imposable total de 220 000 euros, ce qui va donner lieu à un peu plus de 78 000 euros d'impôt sur le revenu. Ça, c'est l'hypothèse où il ne fait rien. L'année suivante, il paye en une fois ses 50 000 euros de dépenses éligibles. Sa catégorie revenu foncier va devenir déficitaire de 30 000 euros, parce qu'on a 20 000 euros de revenus, moins 50 000 de travaux, donc moins 30 000. Donc déjà, on économise les 3 440 euros de prélèvements sociaux. Le revenu global, donc hors revenu foncier, on est à 200 000 euros. Le déficit de 30 000 euros, on va pouvoir l'imputer dans la limite de 10 700 euros. Donc, on va ramener le revenu global à 189 300 euros. Et donc, on va payer, en termes d'impôt sur le revenu, plus qu'environ 64 500 euros. Donc, dès la première année, en dépensant 50 000 euros de dépenses de travaux éligibles, l'investisseur fera une économie d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d'un peu plus de 17 000 euros. Pour autant, ce n'est pas perdu. Il a un petit bout de déficit foncier portable de 19 300 euros. Qui, pour reprendre, correspondent au déficit de 30 000 euros, moins les 10 700 euros imputés sur le revenu global, donc j'ai un reliquat de 19 300 euros. Donc l'année suivante, les 20 000 euros de revenus fonciers qu'on perçoit par ailleurs seront neutralisés à nouveau à hauteur de 19 300 euros, et je descends tout de suite tout en bas pour aller plus rapidement. On a donc une économie globale d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d'à nouveau 12 000 euros. Ce qui fait que sur 2 années, fiscale. En dépensant 50 000. En dépensant 50 000 euros, on obtient une économie globale d'un peu plus de 29 000 euros. On est quasiment à 60%. Plutôt efficace. Plutôt efficace. Si on veut être, encore plus efficace. Je prends le deuxième? Oui. À un moment, il faut figer l'exemple, Nelly. Un profil, on va dire, plus simple, encore que. Donc là, ici, un contribuable avec 70 000 euros de revenu global, donc 15 000 euros de revenu foncier, et donc avec un TMI simplement de 30%. Oui. Donc l'idée, c'est que ce contribuable se positionne sur le même lot avec toujours 50 000 euros de dépenses de travaux. La première colonne, il ne fait rien. Il devra en tout quasiment, 2 580 euros de prélèvements sociaux et quasiment 15 000 euros d'impôt sur le revenu. Là, on va lui faire payer les travaux en 2 fois. 25 000 euros la première année, 25 000 euros l'année suivante. Ce qui fait qu'il va neutraliser ces 15 000 euros de revenus fonciers. Il aura un reliquat de 10 000 euros qui va pouvoir intégralement imputer sur son revenu global. Donc, il n'aura pas de déficit foncier reportable. Et donc, il va économiser au titre de chaque année un peu plus de 10 000 euros. Donc, même sur un profil plus modeste, entre guillemets, voilà, avec un investisseur qui a un TMI à 30%, et pas forcément à 41 ou 45, on est malgré tout à plus de 40% d'effet de levier fiscal. Et si tu prends l'exemple, ça va être le suivant. Je ne suis pas très réactive ce matin. Ou dans cette hypothèse, il ne paye qu'une fois 50 000 euros, ce qui fait qu'il ne va imputer qu'une seule fois son revenu global et se créer un déficit foncier reportable. Oui. Là, l'effet de levier fiscal sera un peu meilleur parce qu'en fait, il va neutraliser davantage de revenus fonciers et donc neutraliser davantage de prélèvements sociaux en plus de l'impôt sur le revenu. Donc, on est quasiment à 44%, du moins 43,5% d'effet de levier fiscal. Donc voilà, même sur les profils plus modestes, le déficit foncier, c'est quand même un effet de levier fiscal significatif. Il n'y a quand même pas de déficit qui permettent de monter à plus de 40% comme ça à quasiment tous les coups. Oui. Et c'est vrai que la barrière à l'entrée, malgré tout, c'est de percevoir d'ores et déjà des revenus fonciers. Bien sûr. Mais ça, alors, on s'en est rendu compte il y a quelques années, hein, quand on a démarré, quand notre partie a démarré les ventes en réhabilitation, on s'est rendu compte que les clients en fait, des conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine qui font ça depuis quelques années, ils ont forcément plusieurs clients qui ont fait 1 ou 2 investissements ces dernières années. On s'est quand même rendu compte aussi que la plupart des gens gardaient leur opération. Donc, les gens qui ont fait des rebiens, des celliers, gardent leur opération pour se faire du revenu foncier. Et au final, on arrive à avoir une large clientèle avec des revenus fonciers. Et effectivement, 15 000 euros, c'est 15 000 euros par an, c'est deux petits appartements.
Enfin, on n'est pas sur quelqu'un qui a un parc immobilier absolument incroyable. Oui. La clientèle est large là-dessus. Sur le déficit foncier, moi, ce que j'aime, d'abord, c'est que ça va vite. Donc, tout de suite, on investit, tout de suite, on fait l'appel de fonds et tout de suite, on se met à avoir des économies. C'est donc rapide, plutôt court. Voilà, on se retrouve avec un investissement qui a vraiment donc une seconde vie où vraiment on peut se faire plaisir. Moi, j'ai passé une large partie de ma carrière à dire ah oui, mais c'est un produit financier, c'est un produit financier. Bon, là, j'ai fait les choix quand on a monté à Good Property de dire non, on fait de l'immobilier. Et c'est vrai que ces montages en déficit foncier ne sont pas faciles parce que ça ne rentre pas dans le cadre habituel des montages immobiliers que l'on voit tous les jours. Mais au final, quand on a compris la stratégie, les clients sont plutôt faciles à trouver et en plus, ils peuvent se faire plaisir. Donc, on remplit quand même beaucoup de cases. Ah, ça, c'est le plus difficile à appréhender. Sur l'accompagnement que l'on peut faire auprès des clients, des conseillers en gestion de patrimoine ou des opérateurs même. Ce montage-là, il est méconnu. Ça ne rentre pas dans le cadre habituel. Et c'est vrai que, alors moi, j'aime le schéma que tu fais, d'abord parce que je le connais bien et que je trouve qu'il est très explicite. Mais c'est vraiment pour moi la partie la plus... dans laquelle il faut être le plus attentif, c'est ce montage en ASL. Donc, je te laisse faire. Oui. Alors, en un mot, pourquoi ce montage en ASL? Tout simplement parce que l'actuel propriétaire de l'immeuble, donc qui vend les lots à la découpe, ne prend aucun engagement de réalisation des travaux. Donc, il vend son foncier en l'état. Et justement, pour que les investisseurs puissent rentrer dans cette mécanique du déficit foncier, il faut que ce soit eux qui, justement, soient maîtres d'ouvrage de leurs propres travaux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un schéma en VIR ni en VFA. De toute façon, on est sur l'ancien qu'on ne remet pas à neuf au sens fiscal, donc on serait sur un schéma en VIR. Quoi qu'il en soit, l'idée, présentée simplement, c'est que l'investisseur, il va passer 2 actes. Un acte chez le notaire pour acquérir son lot de copropriété en l'état, sur lequel il va avoir des frais de notaire de l'ancien, oui, mais sur la partie foncière. Uniquement voilà, sur le prix de ce lot. Et à côté de ça, les investisseurs, donc nous, au cabinet Rivière, on se charge de constituer l'ASL qui les réunira. Ils seront tous réunis au sein de cette ASL. Et c'est cette ASL qui va devenir le maître d'ouvrage unique de l'opération. C'est dans le cadre de cette ASL que seront réalisés l'ensemble des travaux. On passe par une ASL, notamment parce que ça permet d'intervenir à la fois sur les parties privatives et sur les parties communes. Parce que sinon, il faudrait que chaque intervenant ait des contrats avec la copropriété et chacun des copropriétaires, et ça serait quand même très lourd. Donc là, ça permet, on va dire, de simplifier la gestion pour tout le monde. Et aussi, ça permet pour l'investisseur, justement, qui rentre dans le cadre des déficits fonciers, d'avoir une meilleure maîtrise, entre guillemets, de l'impact fiscal de son investissement, parce que c'est le paiement à l'ASL qui permet justement de défiscaliser. Ça veut dire que on est sur la première année, on fait un premier versement qui ne correspond pas aux travaux effectués. Hein. On n'est ni en VIR ni en VFA. Donc, on met l'argent où? Sur quel compte? Sur un compte CARPA. Alors, sur un compte CARPA. Si ça doit je fais semblant de poser des questions, hein, tu as compris. Oui, c'est bien. Donc, sur le compte CARPA, ce qui permet à l'investisseur de pouvoir, lui, déduire ce versement de sa fiscalité. Et quand l'argent des investisseurs est sur le compte, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on débloque l'argent. Exactement. C'est aussi pour ça… Pardon. Non, vas-y, termine, comme ça, après, je reprends la place. C'est aussi pour ça que c'est très important que la première année, au moment où on réitère le foncier et où on fait notre premier versement à l'ASL, le montant soit assez important pour pouvoir faire les travaux sur toute l'année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un versement de 20% du prix.
Exactement. De façon générale, moi, j'aime à ce que ce soit aux alentours, plutôt à 70% sur cette opération-là, en tout cas, et peut-être faire 30% à l'année suivante. Je parle sous ton contrôle. Oui, en tout cas, c'est pas impossible sur le principe. Allez, on continue. Du coup, je vais dire un peu pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire. Effectivement, alors, l'investisseur va signer le compromis classiquement chez notaire. Dès la signature du compromis, il peut adhérer à l'ASL. Théoriquement, enfin juridiquement, il n'a pas qualité à adhérer tant qu'il n'a pas signé le compromis. L'adhésion à l'ASL se fait de manière complètement dématérialisée. Donc nous, c'est un site internet qu'on a mis en place. Il y a voilà, l'adresse du site, il y a un code qui est propre à l'opération et justement de cette adhésion que l'investisseur va pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la documentation liée aux travaux. Donc on va retrouver les projets d'assemblée générale ou les assemblées générales déjà tenues dans le cadre de l'ASL une fois que celle-ci sera constituée, ce qui sera le cas d'ici la fin de l'année. Il y a les plans projets, il y a la notice descriptive des travaux, il y a une note lettre d'éligibilité voilà, qui confirme la fiscalité de l'opération et les éventuelles exclusions. Et du coup, voilà. Et donc, c'est avec l'ensemble de ces documents que justement l'investisseur va pouvoir aller solliciter son financement. Donc, avec le compromis pour le foncier et avec la documentation de l'ASL pour les travaux. Je rebondis sur, on a eu une question justement qui est sur le financement des opérations, enfin des investisseurs. Effectivement, obligatoire qu'il y ait deux lignes. De façon générale, 100% des investisseurs qui ont été financés sur le déficit foncier, en tout cas chez nous, les investisseurs que j'ai, 100%, il y a une ligne pour le foncier, une ligne pour les travaux. Donc, est-ce que c'est obligatoire? J'en sais rien, mais en tout cas, les organismes bancaires, je n'ai jamais vu d'offre de prêt avec qu'une seule ligne de crédit pour ce genre d'opération. Bon, je fais juste une petite aparté pour répondre à une question. Non, et tu fais bien. Alors, nous, d'un point de vue, on va dire, juridique et fiscal, on préconise aussi, parce que de toute façon, on a deux actes et c'est un achat avec travaux. De la même manière qu'on irait acheter n'importe quelle maison ou appartement pour réaliser les travaux, on aura toujours un prêt IMO classique et une ligne travaux. Donc voilà, il faut rester cohérent par rapport à ça, il faut rester sur la réalité de l'opération. Oui. Donc, signature du compromis, adhésion à l'ASL, l'investisseur, le cas échéant, va chercher ses financements, puis il réitère. À partir du moment où il devient définitivement propriétaire de son bien, ça veut dire que son adhésion aussi sera définitive à l'ASL. Évidemment, en tant qu'il n'est pas définitivement propriétaire, l'adhésion, elle est précaire, entre guillemets, et on ne va pas garder quelqu'un dans l'ASL alors qu'il n'est jamais propriétaire, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, l'adhésion devient définitive une fois qu'il a définitivement réitéré son acte, et c'est à partir de là qu'il va recevoir son appel de fonds. Lorsqu'il reçoit l'appel de fonds, il se fait sur un montant de 100% de la quote par travaux qui est liée au lot, pour justement permettre à ceux des investisseurs qui veulent défiscaliser 100% de leur budget de pouvoir le faire. Maintenant, on n'exige pas de tout le monde un versement à hauteur de 100%, parce que de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens. Néanmoins, et ce que tu soulignais aussi tout à l'heure, on demande malgré tout un financement de 50% minimum, avec un accord de financement voilà, pour le surplus, pour deux raisons. La première est que, évidemment, l'ASL a besoin d'un minimum de trésorerie au début pour pouvoir réserver les intervenants, approvisionner le chantier, et ainsi de suite, et donc verser les acomptes à tout le monde. Donc, il y a un besoin de trésorerie au début de l'ASL, et puis il y a aussi, dans tous les cas, un besoin de trésorerie au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, et c'est une question de sécurisation mutuelle des investisseurs. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que, justement, on est sur ce ordre de grandeur. Donc, le minimum de 50%, dans tous les cas, c'est aussi sous réserve de besoins de trésorerie de l'opération. Les fonds, lorsqu'on les reçoit, sont versés donc, sur un compte CARPA, donc c'est sécurisé, hein, dont nous, cabinet Rivière, on gère le maniement. Et évidemment, ils sont payés aux différents intervenants, y compris nous-mêmes. On se rémunère qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Donc, les fonds, entre guillemets, sont séquestrés. C'est pas on va dire, la réalité juridique, mais en tout cas, c'est l'idée. En tout cas, ils sont sécurisés. Ils ne sont pas ensuite payés chez tout le monde, n'importe comment. Donc, les fonds sur le compte CAPA, payés uniquement au fur et à mesure de l'avancement.
Lorsqu'on passe à l'année suivante, nous, on fait à chaque fois les courriers d'aide à la déclaration donc à chaque investisseur. On va reprendre, vous êtes engagé en telle opération, vous avez versé tel montant. Très simplement, il y a ce montant à mettre dans telle case. C'est simple, mais c'est néanmoins très utile, il me semble. Lorsque l'opération est réceptionnée, on laisse passer l'année de parfait achèvement, donc qui est une garantie légale dont sort de Valve les constructeurs, et qui fait que voilà, s'il y a le moindre souci dans l'année qui suit, le constructeur faut qu'il revienne et qu'il reprenne les travaux qui ne vont pas. Et c'est seulement à l'expiration de cette année de parfait achèvement qu'on va dissoudre l'ASL. L'ASL, donc, qui n'aurait été constituée et qui n'aurait vécu que pour porter le projet de restauration de l'immeuble et qui n'a pas vocation à perdurer au-delà. Donc, une fois que l'ASL est dissoute, on va dire chacun retombe dans son rôle. Donc, chacun est copropriétaire de son lot et il y a la copropriété donc, qui reprend, entre guillemets, tous ses droits. Étant précisé pour finir que malgré tout, ce n'est pas parce qu'on dissout la SL qu'on est complètement sorti de l'opération. Et donc, s'il y a des demandes de la part de l'administration fiscale dans les années qui suivent, il suffit de nous les adresser. C'est compris dans notre intervention. Et en tout cas, encore une fois, on a tous les éléments pour y répondre. Et donc, on se charge d'adresser les réponses. L'intérêt que vous soyez là pour le montage. Exactement. Très bien. Est-ce que je peux poser une question qu'on me pose à peu près tous les jours? Je t'en prie. Comment on fait si ça coûte plus cher? Alors, ça ne pourra pas coûter plus cher. Non, tout simplement parce que aujourd'hui, quasiment l'intégralité de nos dossiers, et dans tous les cas, tous les dossiers sur lesquels on a la chance de collaborer avec Nelly, sont montés avec des contrats de promotion immobilière. C'est-à-dire que la personne qui intervient auprès de la SL pour réaliser les travaux ne le fait pas via un marché de travaux classique ou une convention de contrat en général, mais donc via un contrat de promotion immobilière, qui est un contrat qui est normé par le Code de la construction et de l'habitation, et surtout dans le cadre duquel doit être apportée une garantie de bonne exécution. On parle de garantie de bonne exécution parce que les textes qui visent cette garantie la qualifient ainsi. Néanmoins, ça joue le même rôle qu'une GFA, c'est-à-dire que ça couvre, ça garantit le propriétaire contre les dépassements de prix et ça garantit aussi l'achèvement des ouvrages. Alors, ça ne peut pas garantir les délais de réalisation, on se le dise, mais comme une GFA. Oui, on peut avoir un retard, mais comme une GFA, oui. Ouais. Comme un programme neuf. Exactement. Mais évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, donc le garant doit obligatoirement être une banque ou une assurance, en tout cas un établissement financier, donc c'est un organisme tiers, et le garant, lui, est tenu aussi longtemps que le programme n'est pas réceptionné. Donc, quand bien même il y a des retards, et de toute façon, c'est une cause de mise en œuvre justement de la garantie, des retards trop importants ou même un abandon de chantier, et évidemment, le garant va peut-être lui falloir quelques mois pour reprendre les différents intervenants, ainsi de suite, mais en tout cas, l'opération ira au bout et on ne pourra pas exiger davantage des investisseurs que ce pourquoi ils ont signé. Bien sûr. Alors, comme c'est une question qu'on me pose souvent, donc je l'ai posée. Ce qu'il faut quand même savoir, parce que nous, bon, évidemment, on est à l'intérieur du moteur, Cédric et moi. On est donc avec l'opérateur qui est un homme charmant et qui est un professionnel. Tout est plutôt déjà bien très ficelé parce que, évidemment, les inquiétudes avec la guerre en Ukraine, le Covid, la hausse des coûts de travaux, la hausse des matériaux et le reste. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose. L'opérateur en a parfaitement conscience. Il a déjà fait une très grosse partie du travail. Donc, on est sur une opération qui est très sécurisée. Voilà, donc c'est au cas où vous pourriez avoir une inquiétude ou autre. Là, on est sur quelque chose qui est très, 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 très bien ficelé. Pour le montage en ASL, on est OK? Je crois avoir tout dit. De toute façon, Good Property est là pour évidemment vous répondre à vos questions, vous accompagner avec les notaires. Alors évidemment, je le redis parce que alors, je ne l'ai pas dit assez ces dernières années, mais je le redis, si on peut s'éviter d'avoir un notaire en participation pour les investisseurs, c'est mieux parce que de façon générale, les officiers ministériels n'ont pas très envie de ne passer l'acte que sur le foncier. Donc, du coup, c'est beaucoup de communication qui prennent du temps. Je le dis officiellement, c'est mieux quand on n'a pas de notaire en participation.
J'ai eu quelques questions. J'ai une question de Martine qui me demande si on va envoyer le PowerPoint. Donc oui, hein, on va vous envoyer un mail pour vous remercier d'être venu, et vous aurez évidemment la présentation PowerPoint accrochée dans le mail. Et j'ai Jean-Luc qui a fait un message aussi. Coucou Jean-Luc, je suis contente que tu sois là. Donc effectivement, oui, on a les garanties pour la location et la gestion avec les assurances qui prennent en charge, donc dans une limite d'un volume de lot. Voilà, donc parce que on aime bien que tout soit bien cadré, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Donc, oui, on a les garanties et sur un certain nombre de lots et sur un certain nombre de lots en fonction des typologies. Voilà. Encore une fois, parce que je suis un peu dans le détail, mais pour moi, c'est très important, et un bon investissement ne se fait que s'il est loué 100% du temps. Combien de lots à la vente? Alors, il faudrait que je regarde parce que j'ai quelques lots qui ont déjà été vendus il y a quelques semaines, qui étaient en off-market, mais je saurais vous le dire. Je devrais être aux alentours de 50, quelque chose comme ça. Mais on saura vous dire, vous aurez tout sur notre site intranet. Quelle valorisation immobilière prévoyez-vous? Alors moi, je ne la prévois pas. De façon générale, je ne prévois rien en valorisation. Alors, je ne sais pas si c'est valorisation du prix ou valorisation des loyers. En tout cas, la valorisation du prix, moi, je ne la prévois pas, et pour vous dire la vérité, depuis 20 ans, je ne la prévois quand même pas. Pour moi, c'est que des bonnes surprises. Aujourd'hui, je sais qu'on achète au bon prix. Après, ce que va devenir, je pense que ça ne peut que évoluer parce que la station part quand même de quelque chose de pas très haut. Voilà. Pour moi, le marché immobilier fonctionne comme ça. Si on achète quand la station n'est pas complètement en haut, ben, on se donne l'opportunité que la ville ou la station monte. La défiscalisation peut démarrer à partir de quelle année? Ben, à partir de 2023, hein, dès que la réitération de l'acte se fait et que le premier versement, le versement à la SL se fait. Donc, ça peut se faire très vite. Exactement. Alors, est-il possible d'avoir un focus sur la location meublée de cette résidence? Alors, je vais vous proposer que l'on s'appelle et qu'on échange sur savoir ce que vous voulez, Jean-François. Martine, si 2 versements pour les travaux, possibilité de déduire 2 fois 10 700? Oui, tout à fait. À chaque année de versement, on a l'opportunité de… Effectivement, 2 versements, mais sur 2 années différentes. Il ne suffit pas de verser 2 fois sur la même année. Oui, 2 versements, oui, 2 versements, donc en 2023 et en 2024. Tu fais bien. À la valorisation du prix, Anne, moi, je ne la prévois pas. Voilà, je sais que je suis dans le prix du marché, je sais que je suis sur une station qui monte très fort, avec des gros investissements qui sont faits, avec l'accueil des athlètes des Jeux Olympiques, avec un développement de cette station qui est formidable. Donc, je suis sûre de l'évolution, mais je ne sais pas laquelle. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous nous avez portée. Je vous propose qu'on puisse échanger de façon individuelle, voilà, pour essayer de ne pas retenir tout le monde. Merci Cédric du temps que tu nous accordes, parce que merci à toi. On a plein d'opérations ensemble, et je peux vous dire à tous qu'on est en sécurité. Voilà, donc merci Cédric, et je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et j'espère à très vite. Merci Nelly, bonne journée à toi.